nord du Mali, foyer historique de l'islam africain. En 2012, les djihadistes d'Al-Qaïda détruisent les mausolées sacrés de la ville. Au fil des mois, ils s'emparent du nord du pays, puis descendent vers le centre. L'armée malienne est submergée. Le président malien fait appel à la France. En quelques semaines, les hélicoptères et les troupes au sol libèrent les grandes villes du nord. Forte de sa victoire éclair, l'armée française s'installe. Pendant 9 ans, elle va mener au Mali sa guerre contre le terrorisme. 2022, les djihadistes ont repris le terrain perdu. Des groupes armés locaux contrôlent la majorité du territoire. Le Mali sombre dans le chaos. Même du temps de la rébellion la plus pire de l'histoire de notre pays, on n'avait jamais vu ça. Des civils froidement exécutés. It's clear there is ethnic cleaning in the center against black populations. Le résultat de l'opération française est un désastre. Pour le comprendre, nous sommes partis à la rencontre des Maliens, de ceux qui font la guerre et ceux qui la subissent. Un long voyage à travers un immense pays, et toujours sous bonne escorte. Hiver 2022, nous arrivons à Bamako au pic de la tension entre la France et le Mali. Chaque samedi, des jeunes partisans de la junte militaire au pouvoir se rassemblent pour chanter l'armée malienne et son allié russe. L'ambiance est bonne enfant. Il faut dire que ces jeunes activistes sont les relais du régime. L'orateur s'appelle Ben Le Cerveau, un nom de blogueur et de personnage de bande dessinée. Il jubile de l'expulsion de l'ambassadeur de France, Joël Meyer. Il faut que Joël Meyer bye bye. La bête noire de la foule, ce ne sont pas les djihadistes. Non, c'est Barkhane, le contingent français. Nous sommes trop fatigués, il y a eu trop de sang coulé. Aujourd'hui, nous avons décidé en tant que Maliens de prendre les choses en main, de ne plus laisser le Mali aux mains des ennemis du Mali. Si la France a des problèmes ici en Afrique, c'est ça, de s'insérer dans les affaires intérieures, d'essayer de nous donner des leçons, c'est ce que nous ne voulons pas. Le Premier ministre, un ingénieur formé à Moscou, revendique la rupture. Ce que la classe politique française doit comprendre, ils n'ont plus à la tête du Mali les hommes auxquels ils étaient habitués, qui étaient heureux d'aller à Paris, de passer la nuit dans les grands hôtels, 10 000 € la nuit, avec des grands parfums, ils vont aux Champs-Élysées, on les tape sur les épaules, président démocratiquement élu, on les flatte. Nous, ce n'est pas ça notre souci. Nous, notre seul objectif aujourd'hui, c'est qu'au moment où on quitte le pouvoir, on ait rétabli l'ordre et la sécurité dans le pays. Depuis 2013, la sécurité du Mali, c'est le mandat de la France, puissance historique de la région. Elle s'est basée ici, à 1200 km au nord de Bamako, pour mener la guerre contre le terrorisme. Gao est la plus grande ville du nord.
Le fleuve sépare le Sahel cultivé au sud du désert des nomades au nord. C'est dans ce super camp que la France a organisé l'essentiel de ses forces, au cœur des zones contrôlées par l'État islamique et Al-Qaïda. Ici, personne ne comprend le ressentiment anti-français. Et personne n'imagine que dans 6 mois, tous les soldats auront plié bagages. Les militaires que nous rencontrons épousent le discours officiel. Pour eux, la mission est un succès. La France a un bilan, 3000 djihadistes tués, dont plusieurs chefs terroristes. De mon point de vue, la victoire tactique, elle est indéniable. Chaque fois que nous partons en opération, c'est du concret. Il y a dans le meilleur des cas, neutralisation de l'ennemi, mais au pire, on saisit des munitions, des ressources à l'ennemi. À notre niveau, nous, on a fait le job. On a fait ce qu'on avait à faire. Après, le reste ne nous appartient pas. Les soldats français ne vont pas seuls à la bataille. Pour reconstruire une armée malienne professionnelle, ils forment et accompagnent leurs frères d'armes. À droite. Ok, t'es trop à droite. Attention quand tu tires. Les élèves s'appliquent. Bientôt, ils vont chasser leur maître. On expire avant de tirer. Ce que je constate, c'est qu'au départ de cette opération, nous faisions la guerre pour les Maliens, qu'à l'heure actuelle, nous faisons la guerre avec les Maliens, et que bientôt, les Maliens feront leur guerre eux-mêmes pour leur pays. Et cette armée malienne, ce qui est certain, c'est qu'elle mène des opérations en autonome. Donc ça, c'est une grande satisfaction, je pense. On peut s'accorder à ça. L'armée malienne, elle occupe des points stratégiques sur le Mali, ce qui là aussi n'est pas une nouveauté, mais au départ n'était pas tout à fait gagné ou évident. Donc là encore, je pense que c'est une réussite. C'est qui en tape derrière? Tu rends compte quand tu vois le VAB? Ah ouais, c'est carrément de l'autre côté. Nous sortons en patrouille avec des Griffons, des blindés dernier cri qui font la fierté de l'industrie de défense. Les opérations extérieures servent aussi de vitrine au matériel destiné à l'exportation. Ok, on débarque. Idéal. Pour le moment, En avant. l'objectif de la patrouille est de marquer la présence de Barkhane sur le terrain. Bonjour. Ça va? Malgré sa supériorité en armement, l'armée française ne tient que des îlots aux abords du camp. À quelques kilomètres, dans cette brousse, les populations vivent sous la loi djihadiste. Ouais, 12 bien pris. Essaye de trouver directement un bon interlocuteur pour engager une liaison facile. Le chef de patrouille est un lieutenant diplômé de grandes écoles. Il termine une mission de 4 mois au Mali. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Vous parlez tous français? Bonjour, chef. Bon, comment ça va ici? Vous allez où pour aller chercher l'eau? Il y a des petits puiseurs là. Il y a des petits puits. Et le grand problème, c'est la soif, non? La soif? Ah, parce que vous avez même plus d'eau assez pour boire pour vous. Et vous allez comment chercher l'eau en moto? Ouais. 14 en avant. Ah oui. Et donc il vous faut un puits en fait ici. Vous avez comme une école? Qui ne fonctionne pas. Ah, y a pas de professeur? Il n'y a pas de professeur, de l'insécurité. À cause de l'insécurité, ils sont partis. On peut aller voir. Et vous faites quoi? C'est quoi votre métier? Rien. Rien? Dans les forêts, c'est le Vous êtes au chômage? Et vous? Rien aussi? Ah mais tout le monde ici ne fait rien. Vous n'avez pas de travail. Avec le conflit, le quotidien des Maliens n'a cessé de se dégrader. La petite école menace de s'écrouler. Les habitants l'ont construite eux-mêmes. Vous débrouillez avant de demander. Les villageois espèrent un peu d'aide. Ils tentent leur chance auprès du lieutenant. Ah, ça va casser un jour, ça. Ça, c'est les DG. Et vous avez demandé au gouvernement de vous aider? Et les ONG sont pas venues? Ils ne sont pas venus. Pas encore? D'accord. Ok.
Très bien. Bon, moi je vais le dire à mes chefs, hein, mais c'est pas nous qui pouvons vous aider pour ça. Courage. Bah, courage à vous. À cause de la guerre, plus de 500 000 enfants ne sont plus scolarisés. Les Maliens sont devenus indifférents à la patrouille. Ça fait presque 10 ans qu'ils la regardent passer. L'accueil de la population est beaucoup moins chaleureux. Les enfants ont grandi. Ceux qui nous acclamaient, qui agitaient les drapeaux français lorsque nous avons traversé Bamako, Gao, voilà, ils ont vécu la présence de la France pendant toutes ces années. Et ça pourrait peut-être expliquer une petite animosité envers la France. Du coup, la population, pas dans sa majorité, mais par moments, on peut sentir qu'il y a une certaine lassitude de nous savoir ici. Le capitaine Stéphane était déjà ici en 2013 avec Serval, l'opération antiterroriste lancée par François Hollande à la demande du président malien. Une victoire rapide et incontestée. Je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. La menace islamiste persistant, la France a décidé de prolonger l'opération et d'élargir le champ de bataille. Barkhane a succédé à Serval, quelques milliers de soldats pour un espace grand comme 10 fois la France. 9 ans plus tard, les djihadistes ont repris le terrain perdu. Ils se sont étendus, eux aussi, de la frontière algérienne jusqu'à Mopti, dans le centre. Ils ont même gagné les pays voisins du Niger et du Burkina Faso. Nous atterrissons à Gossi, un avant-poste dans la zone des 3 frontières. Nous arrivons avec une cargaison de brioches. Nous sommes invités à filmer la fin d'une formation financée par Barkhane pour des jeunes de la ville. Ça s'appelle une action civilo-militaire. L'objectif est de conquérir les cœurs et les esprits des habitants. Bien, bonjour encore une fois à toutes et à tous. Je voudrais vous remercier de votre présence ici. Présence qui est révélatrice du lien fort qui nous unit et qui est marquée dans vos belles tenues aujourd'hui, qui montre ce lien fort qui unit évidemment le Mali à la France. On a besoin de vous pour mettre dehors ces malfaisants qui empêchent de retrouver une vie complètement normale et de se tourner vers la paix complète à Gossi et au Mali. Tout le monde fait bonne figure, mais le cœur n'y est pas. Les djihadistes continuent de faire la loi en ville. Nous les jeunes, on ne peut plus s'amuser. Les soirées, les concerts, tout s'est arrêté. Ce n'est pas normal. Les Français sont venus pour nous aider, mais ça n'a pas marché comme on aurait voulu. Nous osons la question qui fâche. Et si la guerre avait été perdue ? Alors, elle n'a sûrement pas été perdue, et ça serait vraiment un outrage que de dire des choses comme ça, ne serait-ce que pour les 53 soldats et frères d'armes qu'on a perdus ici. Donc évidemment qu'on ne peut pas dire ça, que la situation a évolué, a changé, Barkhane s'est adapté, et qu'au quotidien, on a des retours sur investissement, même si le terme n'est pas très beau, avec des jeunes heureux, des femmes que l'on croise dans les villages qui nous remercient de notre présence, discrètement pour ne pas avoir des représailles derrière. Rien que quand on a ces phénomènes concrets de terrain, eh bien, on se dit qu'à ce niveau-là, la guerre, elle est gagnée. La junte au pouvoir n'est pas de cet avis. En février 2022, elle exige le départ de Barkhane. Quelques mois après notre tournage, le dernier soldat français quitte le Mali. Les militaires français déployés à l'étranger gagnent des primes et souvent du galon. Mais qu'en est-il pour les Maliens? Qu'est-ce qu'elle a changé pour eux, cette armée? Chez nous, il y a des armées de la terre entière
avec des gens de partout, y compris les Nations Unies, et la situation se dégrade toujours. On a fait MISMA, on a fait Serval, on a fait Barkhane, on a fait G5 Sahel, on a fait Takuba, on a fait tout ça là. Mais la situation ne se fait que se dégrader. Et tout ça sous la supervision de la France. Si on est là, c'est la gestion de la France. Ce n'est pas la gestion de Assimi Goïta ou quelqu'un d'autre. C'est la France qui a géré le Mali depuis 2013 jusqu'à avant-hier seulement. Le résultat, le terrorisme n'a pas été détruit. L'autorité de l'État n'a pas été restaurée sur l'ensemble du territoire. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année. On massacre des villages entiers effacés de la terre. Mais qu'est-ce qu'un gouvernement responsable doit faire? Et on a appliqué ce qu'un grand célèbre homme chinois, le fondateur de la Chine nouvelle, Deng Xiaoping, appelé. Il dit le chat, qu'il soit gris ou noir pourvu qu'il attrape la souris. Nous, aujourd'hui, on cherche à sécuriser les Maliens, à sauver la vie des Maliens. Qui s'appellent Français, Russes. Quel est notre problème? On achète des équipements en Europe, la France bloque. On achète aux États-Unis, la France intervient pour bloquer. Mais on va chez qui ne peut pas bloquer. Pour s'affranchir de la lourde tutelle française, les Maliens se tournent vers la Russie. Partenaire de Bamako depuis l'indépendance, elle s'engouffre dans la brèche. Officiellement, elle fournit de l'armement et des conseillers militaires. Officieusement, environ 1 millier d'hommes de la société Wagner. La moitié de l'effectif engagé par la France au plus fort de son intervention. Le pays est dirigé par 5 colonels. La junte a pris le pouvoir à l'été 2020 à la faveur d'une insurrection contre le gouvernement légal. Aujourd'hui, c'est la fête de l'armée dans la ville garnison de Kati, à quelques kilomètres de Bamako. L'état-major a promis la victoire contre tous les ennemis du Mali. Le départ de la France, l'ancienne puissance coloniale, est déjà un premier trophée à mettre à son crédit. Devant la tribune officielle, un griot fait rire le public aux dépens du coq gaulois. Pour les colonels, accuser la France de la défaite contre le terrorisme, c'est un moyen commode de s'exonérer de leurs propres responsabilités. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Le président, c'est lui, le colonel Assimi Goïta, un officier des forces spéciales dont la guerre a fait la carrière. Que les forces armées maliennes et de sécurité sont totalement mobilisées. Nous saluons l'engagement des forces partenaires aux côtés des femmes. Les conseillers russes sont bien là. Ce sont eux les nouveaux partenaires. Pour leur apport inestimable. Le programme de cette cérémonie est le suivant. Le discours de Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants. La décoration à titre posthume des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Le ministre de la Défense distribue des chèques aux veuves des soldats tués sur le front. Mesdames et messieurs, à l'arrivée du drapeau national, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour lui rendre les honneurs qui lui sont dus. La junte veille au moral des troupes, trop souvent maltraitées par le commandement. Elle a besoin de son armée pour tenir sa promesse de reconquête du pays. La guerre est son seul programme. Avec l'arrivée des riches, on a eu beaucoup d'armements, les avions, les chars, le peuple est content et le peuple est fier de l'armée. J'espère que si l'armée continue, ils vont gagner le combat. Ça vaut mieux que le régime passé. C'est l'armée qui va nous aider à avoir notre indépendance. Nous avons déjà notre indépendance, mais ce n'est pas trop avancé. Comme on le dit, on ne libère pas un peuple se libère. Nous voulons la dictature. Vous voulez la dictature? Oui, oui. Nous ne voulons pas la démocratie. Parce que la démocratie, c'est pour gaspiller le pays. À l'inverse de ces jeunes, les plus âgés se méfient du régime militaire. Ils se souviennent de la main de fer qui a dirigé le pays jusqu'en 1990.
Nous, notre génération, nous avons une sainte horreur des coups d'État. Horreur des coups d'État. Et nous savons toujours qu'on ne fait pas un coup d'État pour s'en aller. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, c'est certain que ceux qui sont là ne partiront que contraints et forcés. On assiste aujourd'hui à un nationalisme chauvin qui frise parfois une hystérie collective, voire même une sorte de national-socialisme qu'il faut craindre. Nous avons connu 4 régimes militaires sous toutes les facettes. Il y en a un qui a fait 23 ans. Moi, en tant que démocrate, en tant que ayant vécu, j'allais dire, dans ma chair, les régimes militaires, j'ai toujours dit aux uns et aux autres, attention, ne nous aventurons pas dans des sauts dans l'inconnu. Parce que les ruptures sont des sauts dans l'inconnu. Ce n'est pas bien pour un pays. Le premier objectif de la reconquête du pays est ici, à 600 km au nord de la capitale, dans la région de Mopti. Accompagnée des Russes de Wagner, l'armée malienne y affronte les djihadistes, loin des caméras. Nous sommes dans le delta central du fleuve Niger, la plus grande zone humide d'Afrique de l'Ouest. Depuis des siècles, éleveurs, pêcheurs et agriculteurs s'y partagent l'eau et les terres offertes en abondance au rythme des crues et des décrues du fleuve. Mais depuis 10 ans, la cohabitation entre les communautés est devenue conflictuelle. La rive d'en face est contrôlée par Al-Qaïda à travers sa puissante filiale locale, la Katiba Massina. La ville de Mopti vit encore à peu près en sécurité. Avant la crise, le grand marché de poissons approvisionnait Bamako et les pays voisins. Bien que moins florissant, il est resté le poumon de la région. Mais pour y faire du commerce, il faut braver les groupes armés. L'insécurité nous a causé beaucoup de problèmes. On a l'esprit tranquille nulle part. On a peur de se déplacer avec de l'argent pour les transactions. Hier sur la route, on m'a arrêté et posé beaucoup de questions. Heureusement, ils ne m'ont rien pris. On a vécu tant de galères, on ne peut pas toutes les raconter. On nous a coupé les pantalons à la mode djihadiste et retenus dans des lieux inconnus. Les djihadistes interceptent les pirogues, les fouillent et prennent ce qui les intéresse. S'ils découvrent du matériel militaire, ils l'emportent. Comme les gens suspects à leurs yeux, fonctionnaires ou peau noire, ils les interrogent et ils font de nous ce qu'ils veulent. L'affluence augmente avec la course du soleil. Venus de la rive d'en face, de plus en plus d'hommes débarquent des pirogues avec des motos, le véhicule privilégié des djihadistes. Notre escorte donne le signal du départ. Dans cette région, Al-Qaïda a prospéré sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs, et sur les tensions entre familles nobles et descendants d'esclaves. La première communauté touchée a été celle des éleveurs Peuls. Nous avons, dans la communauté Peul, énormément perdu des chefs traditionnels, des imams, des princes historiques. Et le bétail
etc. Parce que le bétail pour le peul et tout, comme on dit, la mère meurt, c'est pas si grave que ça. Le papa meurt, c'est peut-être un peu plus grave parce que c'est lui quand même qui nourrit. Mais un seul animal meurt, ça, c'est la désolation. À cause de l'insécurité, des bergers ont échoué dans la périphérie de la ville à la recherche d'une médiocre survie. Je viens d'une famille où on ne parle pas d'école. On ne connaît que les animaux et les arbres. Je me sentais mieux chez moi qu'ici. On se sent mieux avec ceux que l'on connaît. Maintenant, on erre comme des animaux. On s'installe là où on peut, jusqu'au jour où Dieu nous fera grâce. Les Peuls sont présents dans toute l'Afrique de l'Ouest. Au XIXe siècle, ils ont mené des guerres saintes et conquis de vastes territoires. L'imam Cissé est l'héritier de l'islam traditionnel local qu'il enseigne dans son école coranique. Il dénonce l'islam importé des djihadistes. Eux, leur religion, c'est de porter des habits noirs, couper les pantalons, laisser pousser les barbes et croiser les bras. C'est-à-dire le même système que l'Arabie saoudite. À son avis, si beaucoup de jeunes Peuls rejoignent les djihadistes, ce n'est pas vraiment pour la religion. Aussi loin que je me rappelle, les bergers Peuls fuyaient à la vue des gendarmes. Il y avait trop de manque de considération dans le pays et rien n'était fait pour le développement en milieu Peul. Les représentants de l'État venaient, abusaient de leur pouvoir, se remplissaient les poches et repartaient. Quand les djihadistes sont arrivés, ils ont dit aux Peuls, « Si vous ne défendez pas la religion, au moins défendez-vous ». Les djihadistes sont partout, y compris au marché de bétail. On renonce à entrer, trop de risques. Sur nos images de drone, on voit des motos chinoises, la monture préférée des combattants. Le moyen de transport le plus pratique dans le désert est aussi un argument de recrutement. Je me souviens très bien quand ils sont venus pour la première fois. C'était mes cousins germains. Ils sont arrivés sur des motos, bien sapés, en tenue militaire. Quand je les ai vus, ça m'a plu. Ils m'ont donné une arme que j'ai mise à l'épaule. Ils venaient souvent et je les ai suivis en brousse. Au début, on était naïfs et on était séduits surtout qu'ils étaient venus au nom de la religion. À partir de 2015, les jeunes Peuls sont de plus en plus nombreux dans la Katiba Massina. Ils menacent leurs voisins Dogon, un peuple d'agriculteurs et de chasseurs. À leur tour, les Dogons s'arment pour se protéger, avec la bénédiction de Bamako, qui soutient leur milice d'autodéfense. Les falaises du pays Dogon qu'aimaient visiter les touristes sont le théâtre de batailles invisibles et sanglantes. Marcelin Nguenguéré est le petit-fils d'un leader religieux Dogon. On ne peut pas comprendre que nos Peuls s'attaquent à nous. Donc on était obligés, nous aussi, de nous défendre. Nous avons demandé aux chasseurs de s'organiser comme cela est de notre culture. Le chasseur est le gardien de la communauté. Il est le gardien du village, il est le gardien de la faune et de la forêt. S'il y a une menace qui est dirigée vers ces entités, ce sont les chasseurs qui s'organisent
pour repousser la menace. Donc, nous les avons appelés à la mobilisation. Mais malheureusement, on est tombé dans l'amalgame et il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de morts d'hommes, beaucoup de bétail enlevé, beaucoup de villages déplacés et beaucoup de malheurs. Dans la région de Mopti, ils sont plus de 200 000 déplacés, le plus souvent livrés à eux-mêmes. Des massacres intercommunautaires ont jeté sur les routes les survivants, Peuls comme Dogon. Tout a été détruit. Il ne reste que les arbres. J'ai vraiment la nostalgie du village. J'ai envie d'y retourner, car je n'ai plus de chez moi. Je ne fais qu'errer. Depuis 4 ans qu'on a quitté le village. En matière de guerre, personne ne gagne. Plus on veut se venger, plus on va exposer nos populations. Et nous, on n'a pas les moyens de cette guerre. Il n'y a pas de guerre sans fin. Quels que soient les drames, les événements, un jour, c'est autour de la table que ça finit. Mais pour la junte, l'heure n'est pas à la négociation. La reconquête est en marche, avec ses supplétifs de Wagner. Et c'est brutal. Wagner fait pire que dans ses vidéos de propagande. Ces images sont celles du village fantôme de Moura, après une opération antiterroriste. L'armée malienne et ses alliés russes y ont massacré des centaines de civils Peuls en mars 2022. Ces exactions poussent les jeunes dans les bras des djihadistes. Cela ne fait qu'enflammer la guerre. C'est comme si tu allumes du feu, que tu jettes de l'essence, ça brûle ou pas. Même celui qui ne le voulait pas va se rallier par esprit de vengeance. Et si tu veux défendre l'armée, tu ne peux pas tant qu'elle tue tes proches, tes parents. Porté par le ressentiment et la misère des populations, Al-Qaïda s'étend désormais sur un espace plus grand que la France. Son chef s'appelle Yad Akrali. Ce n'est pas un étranger, mais un Malien du Nord. C'est lui qui détient et négocie les otages. Yad Akrali a des réseaux partout. Il faut dire qu'il a eu plusieurs vies. Il est politique, il est combattant et c'est le meilleur des officiers Touareg depuis la création des armées Touareg. C'est un stratège et c'est quelqu'un aussi de très très responsable. Chef de rébellion en 1990, il s'est ensuite rangé aux côtés du pouvoir avant d'embrasser le djihad en 2012. Ses vieux camarades ne sont plus dans le même camp, mais ils lui conservent leur estime. Iyad est l'un des nôtres, nous ne le rejetons pas. Il a lutté avec nous pour l'indépendance du Nord. Aujourd'hui, c'est un soldat du djihad. Les djihadistes nous aident à obtenir l'indépendance, comme l'ont fait les talibans. Iyad recrute dans toutes les communautés sédentaires et nomades. Ces hommes croient dans les promesses d'un islam radical qui apportera le droit, la justice et la vengeance, comme ce combattant de la première heure. On ne peut pas pardonner les atrocités que l'armée malienne fait subir à nos parents. J'ai rejoint le djihad pour venger ma famille. Nous voulons un Mali à l'image de l'Afghanistan et de l'Arabie saoudite. Notre justice sera la justice islamique. Et dans nos écoles, il sera enseigné essentiellement le Coran.
En 2012, Yad Akrali et ses combattants avaient imposé leur loi sur le nord du pays et élu Tombouctou pour capitale. Dix ans plus tard, nous y retournons, escortés par les forces de sécurité maliennes. À l'entrée de la ville, les checkpoints rappellent qu'Al-Qaïda reste une menace et contrôle toujours le désert alentour. Depuis le Moyen-Âge, Tombouctou est connu comme un temple du savoir islamique sur les routes entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud du Sahara. بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وقواه بقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Construite par un architecte andalou, la grande mosquée appartient depuis des siècles à la famille Ben Essayouti, une lignée d'érudits musulmans. Tombouctou, c'est une ville où il n'y a pas de ressources. Pratiquement même pas d'eau. C'est une zone aride, mais c'est une zone qui a prospéré. Le négoce le plus lucratif, on l'a dit dans le temps, c'était le négoce des manuscrits. Il n'y avait pas d'imprimerie, donc tous les textes canoniques de l'islam étaient copiés à la main. Les gens l'exportaient vers le Maghreb, vers l'Afrique au sud du Sahara. Il y avait des ateliers de copistes ici. C'était une ville universitaire. La principale ressource de la ville, c'était donc les choses de l'esprit. Globalement, à Tombouctou, l'islam qu'on y pratique, c'est un islam tolérant, c'est un islam qui tolère même ceux qui ne sont pas musulmans. L'islam, c'est la valeur la mieux partagée. Nous sommes venus pour la fête du Mouloud, l'anniversaire de la naissance du prophète. C'est une semaine de communion intense de la société tombouctienne, à la fois mystique et sociale. La nuit est consacrée à écouter des chants et des poèmes à la gloire de Mahomet. Cette nuit de célébration sera la seule sortie nocturne autorisée par notre escorte. L'occupation djihadiste a laissé de vifs souvenirs. Tombouctou a été la dernière ville du Nord à tomber, le 1er avril 2012. La population s'y attendait. La veille, militaires et fonctionnaires avaient évacué à la hâte avec leurs familles. Je me rappelle comme si c'était hier. Beaucoup de gens étaient tirés chez eux. Et puis, très rapidement, les destructions ont suivi. Très rapidement, quand nous, on a pu se rendre dans les rues, on a vu l'ampleur des destructions, c'était effroyable parce que tous les documents de l'administration, les archives, se sont retrouvés dans la rue, dans les mains des badauds. J'ai fait un tour dans le bureau du gouverneur et dans le bureau du gouverneur, je trouvais des enfants en train de jouer au ballon. Et il y avait le drapeau islamique qui flottait là. Le Gotha islamiste s'installe au camp militaire. La plupart des chefs sont des étrangers, surtout algériens. Ils ont fait appel aux imams et aux leaders religieux
de la ville. Ils nous ont dit, vraiment, ils ne sont pas venus pour du mal, ils sont des musulmans, ils sont venus uniquement pour faire pratiquer l'islam et la charia. Parce qu'ils croient qu'ici c'est une ville islamique, donc tout le monde doit être content avec la charia islamique. Ils veulent que tout le monde, les femmes, les filles, les garçons, que tout le monde respecte strictement les pratiques de l'islam. Maintenant, c'est eux les maîtres de la ville. Ces islamistes qui détruisent les mausolées sacrés de Tombouctou viennent de tout le Mali et des pays voisins. Un peu plus tard, ils amputent en public un jeune homme accusé de vol. C'était affreux. Donc chacun peut penser que ça peut lui arriver, chacun peut penser qu'on peut l'accuser à tort d'avoir volé ou d'avoir fait l'adultère. Ces événements choquent les habitants. Ils le font savoir à travers le comité de crise qui se réunit dans le salon d'un ancien directeur d'école. Le Malien Iyad Akhali est leur interlocuteur. On avait peur au départ, mais la peur a fini par se dissiper. Quand il y a eu un certain nombre de problèmes d'incompréhension entre nous et la police ou entre nous et la brigade des mœurs, nous sommes allés le voir. Iyad a servi d'intermédiaire entre nous pour nous réunir, pour nous mettre en confiance et demander à ce que l'on change de manière de traiter les gens. Ici, il y a eu des cas de coupure de main de gens. Bon, là aussi, nous avons été nous plaindre pour dire que bon voilà, des choses comme ça ne doivent pas se faire, et surtout sur la place publique et ou sur la place en Corée, ce n'est pas admissible. Nous nous sommes fait comprendre et il y a eu des apaisements qui ont fini par mettre une certaine confiance entre nous et les gens ont fini même par dire que bon, nous sommes alliés aux islamistes. L'occupation a duré 9 mois jusqu'à l'intervention française. 10 ans plus tard, le dépit de l'imam Ouangara est intact. On était très en colère contre l'État. L'État ne peut pas délaisser ces populations comme ça sans rien. 9 mois. On dit que c'est des djihadistes, on dit que c'est des bandits, on dit que c'est des rebelles. Comment vous laissez des civils aux mains des mouvements armés? On a des mauvais dirigeants. Sinon, un dirigeant ne peut pas agir de cette manière. Aujourd'hui, les Tombouctiens ont retrouvé leur tradition. Les femmes, leurs bijoux et leurs robes brodées. Cette année encore, la prière collective sera belle. Au marché de bétail à la sortie de la ville, de petits éleveurs viennent écouler quelques têtes. Ça fait longtemps qu'ils ne comptent que sur eux-mêmes. Ils n'attendent rien de l'État, qui ne s'est jamais soucié d'eux. Au bord du canal, des amis de la bonne société se retrouvent. La plupart vivent à Bamako. Ils sont revenus pour la fête. On ne peut pas, viens nous supporter. Ils ont tenu à faire comme si de rien n'était. Comme si le cri du jeune homme amputé ici même ne les hantait pas. Comme si la vie était toujours légère. Notre escorte à proximité les rassure. C'est pas comme avant. Avant, une Tombouctienne peut passer la nuit ici jusqu'au matin. Et maintenant, au crépuscule, tout le monde rentre. Tout le monde a peur. C'est ça le problème à Tombouctou. Insécurité. Quand les Tombouctiens parlent d'insécurité, ils ne pensent pas qu'aux djihadistes, mais aussi aux bandits, souvent confondus dans leur esprit aux nomades. Il y a eu un grand banditisme qui s'est instauré. Il y en a qui ont profité pour
s'installer le long des routes et des pistes. Ils s'en prennent aux civils qui y voyagent. Donc ils sont rackettés. Il y a beaucoup d'enlèvements, et pas que d'occidentaux. Il y a des assassinats ciblés. Donc ce qui fait que la peur s'est installée. Les services de l'État ne sont pas là, jusqu'aujourd'hui. L'État ne contrôle rien, ne contrôle personne. Tu rentres comme tu veux, tu sors comme tu veux. Les polices, l'armée ne contrôlent rien. Ils sont là seulement, ils tournent à l'intérieur de la ville et puis ils rentrent au camp. Pour venir à Tombouctou, c'est un problème. S'il y avait une route, tu venais par problème. Maintenant, pendant l'hivernage, il y a un bateau qui fait la liaison entre Tombouctou et Mopti. Le bateau est le moyen le plus sûr pour se déplacer, mais le voyage coûte cher. Comment on peut expliquer ça? Ils sont venus sucer le sang des gens, mais de grâce. Je suis malien ou pas? Le bateau ne peut naviguer que lorsque le fleuve est gonflé par les pluies. Aujourd'hui, se déplacer au centre et au nord du Mali est devenu très difficile, sauf pour les plus aisés. Nous les laissons rentrer à Bamako. Nous, on continue plein nord. Cette immense région est revendiquée par les Touaregs depuis la création des frontières du Mali moderne en 1960. Les Touaregs appellent Azawad l'espace qui s'étend du fleuve Niger jusqu'à la frontière algérienne. En 2012, ils en ont proclamé l'indépendance. Ce fut longtemps le royaume des caravaniers, seul à monter les dromadaires permettant de traverser le Sahara. Kidal fut d'abord une colonie militaire. Dans son bagne imprenable, pourrissaient les ennemis du régime. Les Touaregs vivaient d'élevage et de commerce. Après les grandes sécheresses des années 1970 et 80, beaucoup ont émigré dans les pays voisins. Ceux qui sont restés survivent par la débrouille, tournés vers l'Algérie dont ils consomment les produits arrivés en fraude. La ville est le symbole et le berceau des rébellions touaregs qui ont toujours contesté l'autorité du gouvernement central. La répression exercée par l'armée malienne a laissé des souvenirs cuisants dans presque toutes les familles. Nous, les femmes de la forêt, on a trop souffert, on a vu tout. Le Mali a brûlé nos hommes, il a brûlé nos marabouts, il a brûlé nos animaux, il a cassé nos maisons. Depuis le jour que la France a mis notre terre dans les mains du Mali, le Mali n'a jamais fait quelque chose dans la Zawati, ce n'est pas l'exécution. Il n'y a pas de développement, il n'y a que des militaires. Tant qu'un de nous vit, il va continuer la lutte jusqu'à la fin, Inch'Allah. En tout cas, on ne va pas dire aux enfants de cesser. Même nos petits-enfants. Parce que, entre nous et le Mali, c'est tellement long. C'est pas le même monde, c'est pas la même culture, c'est pas même la terre, c'est pas la même terre. Bilal Aga Chérif est l'un des chefs de la coalition des mouvements Touaregs qui contrôle Kidal.
Pour lui, les gouvernements de Bamako ont toujours méprisé les habitants du Nord. Est-ce qu'il y a une université dans le Nord? Est-ce qu'il y a un seul vrai aéroport dans le Nord? Un hôpital? 1 kilomètre de route dans le Nord? Où est le développement? On parle toujours de services de base, mais on n'en est pas encore au développement. La région de l'Azawad est très riche. Il y a de l'or que les gens exploitent de manière artisanale, de l'uranium, du pétrole. Il y a tout. Il y a de l'eau. Mais malheureusement, toujours rien en termes de développement. Après 60 ans d'indépendance du Mali. Les mouvements indépendantistes ont paré au besoin le plus pressé, la sécurité. Avec leurs moyens, ils ont créé un embryon de police et de justice. Aujourd'hui, nous vivons des temps très difficiles. Il faut donner aux forces de l'Azawad leur rôle dans la sécurité, avec leur population. Elles ne sont pas soutenues par l'État du Mali, ni par les Nations Unies, ni la communauté internationale. Personne parmi eux ne soutient nos actions dans la région. Nous devons les convaincre, leur faire comprendre que notre stabilité, c'est leur stabilité. Cette force armée touareg a un ennemi pressant, l'État islamique, qui bâtit son califat en massacrant les populations touareg locales. Née d'une scission d'Al-Qaïda, l'organisation a prospéré, elle aussi, sur les conflits locaux. Nous retournons dans la région des 3 frontières, aux confins du Niger et du Burkina Faso, la même où les forces françaises faisaient la guerre. Nous accompagnons des combattants de la coalition des mouvements de l'Azawad. Cette étape de notre voyage est la plus dangereuse. Sur ce front, il n'est pas question de la reconquête promise par Bamako. Depuis le départ de Barkhane, l'armée malienne ne sort presque jamais des casernes. Nous sommes venus assister à une rencontre historique. Jusqu'en 2017, ces chefs touaregs et arabes se sont combattus à mort dans des camps opposés, les partisans de l'indépendance contre ceux du pouvoir central, sur fond de vieilles rivalités d'ego, de castes et de tribus. Aujourd'hui, ils sont tous ici pour affronter l'ennemi djihadiste commun. Bilal Aga Chérif préside la réunion. Problématique sécuritaire de notre population dans les zones qui CSP existent. C'est ça généralement l'ordre du jour, avec beaucoup de détails qui sera discuté après. Pour imposer la dynamique d'union, il faut convaincre les combattants que les temps ont changé. Nous sommes dans l'obligation de travailler ensemble pour protéger nos populations et trouver des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent. Tous les mouvements doivent fournir des efforts pour protéger les populations, où qu'elles se trouvent. Il faut convaincre les indécis de nous rejoindre. Les hommes ont envie d'y croire. Ils ont encore en mémoire les luttes fratricides qui ont fait tant de victimes parmi eux. Nous sommes à Talatay. La commune est coupée en deux. Le sud est contrôlé par l'État islamique. La commune de Talatay a une population d'environ 30 000 habitants, et essentiellement des éleveurs. Plusieurs milliers de têtes de bétail sont enlevées. Plus d'une dizaine de villages sont abandonnés. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été tuées, des dizaines de personnes enlevées. Donc la population a vraiment souffert de la présence de ces mouvements terroristes. Les autorités maliennes n'ont rien fait. C'est ce qui est à l'origine même de ces réunions que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Avant la nuit, on installe le bivouac sur une dune choisie pour éviter les incursions.
Comme depuis toujours chez les nomades, on se rassemble autour du feu et d'un thé amer. L'armée touareg est régie par le volontariat. La majorité des jeunes recrues sont des fils d'éleveurs qui n'ont pas fréquenté l'école. Ils s'enrôlent souvent à peine sortis de l'adolescence. Beaucoup de leurs aînés se sont formés en Libye, poussés à l'exil au même âge par les sécheresses. En 2011, avec la chute du colonel Kadhafi sous les bombes de la France et de l'OTAN, ils rentrent par centaines au Mali. Parmi eux, Mohamed Rissa. Il a servi 30 ans dans l'armée libyenne. On a profité d'une opportunité. On était des officiers, on commandait des compagnies entières. Moi, je commandais une compagnie qui contrôlait la frontière au sud-ouest. Pas un seul jour, je n'ai pensé à devenir libyen. Toutes mes pensées, tout mon travail, toutes mes activités, tout ce que je gagnais, c'est à cette terre que je le destinais. L'indépendance tant espérée semble enfin à leur portée. Mohamed Rissa et ses camarades déclenchent la rébellion qui conduira en 2012 à l'effondrement du Mali. Bamako ne leur a jamais pardonné. C'est un cercle infernal qui revient chaque 10 ans. Soit c'est les rébellions, soit c'est les chasseresses. Mais en tout cas, nous sommes plongés dans une crise infinie qui fait qu'on n'arrive pas à trouver l'équilibre qui nous permet de nous sentir comme des citoyens à part entière dans ce pays-là et qu'on puisse cohabiter tous ensemble, ceux du nord, ceux du sud, ceux du centre. Malgré sa guerre contre l'État islamique, l'armée touareg unie n'est pas une bonne nouvelle pour Bamako. Pour les colonels, elle représente avant tout une force sécessionniste et une menace pour l'intégrité du pays. Nous sommes de retour à Bamako, au terme de notre voyage. Dans la capitale, rien n'évoque la guerre. Mais les citadins se débattent avec les mêmes problèmes que leurs compatriotes des autres régions. Les routes, la pauvreté, l'injustice. La ville suffoque. Comme tout le pays, elle a grandi très vite, trop vite pour les infrastructures. 3 millions de personnes vivent dans la capitale, 30 fois plus qu'à l'indépendance. Quant à l'administration, elle n'a guère évolué depuis la colonisation. À l'indépendance de notre pays, nous avons remplacé le colon, mais nous n'avons pas changé l'esprit du colon. Nous avons remplacé le colon blanc par le colon noir, mais les rapports avec la population sont restés les mêmes. C'est les chicottes, c'est la violence. Si on ne change pas ça, nous n'allons jamais connaître la stabilité. Ces 30 dernières années,
les gouvernements démocratiques soutenus par la France n'ont pas été à la hauteur des défis. Maintenant, s'il y avait moins de corruption, sans aucun doute, il y aurait eu plus de routes, il y aurait eu plus d'écoles, il y aurait eu, sans aucun doute, plus de centres de santé. Cette gangrène de la corruption a fini par discréditer aux yeux de certains Maliens le système démocratique. Le Mali était parmi les 3-4 pays considérés comme les plus démocratiques, les plus ouverts en Afrique. Mais à l'intérieur, l'État était vidé de son sens, de sa substance. Et les citoyens n'avaient plus confiance. Nous avons des hommes en réseau dans l'administration, dans la classe politique, dans la presse, dans le secteur privé, au niveau des hommes d'affaires, qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent, qu'ils ont des rentes de situation et qui ne veulent pas que ces rentes soient remises en question. Dans les quartiers périphériques s'entassent des Maliens venus de toutes les régions, naufragés de l'exode rural, de la guerre et du chômage. Ce quartier s'appelle Petit Paris. Hawa est de Bamako. Elle a laissé tomber le lycée pour épouser Ibrahim, qui a grandi à Tombouctou. Ils se sont rencontrés à la capitale. À la mairie de quartier, toutes les régions se brassent au gré des rituels matrimoniaux de la ville, à la mode occidentale. Il est beau, souriant, il est cool, gentil, il est bon, super intelligent. Plusieurs mariages sont célébrés en même temps, y compris dans les mêmes familles. Une noce, ça coûte cher. Il faut parfois des années pour réunir la dot. Pour Ibrahim, dont le commerce ne va pas fort, c'est un sacrifice financier. Mais il le faut pour accéder à un statut social. Merci, 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 merci. Ce savoir-vivre, ce vivre ensemble que nous avons pu forger pendant des années, pendant des siècles, c'est ce qui est remis en cause par la faute des politiques. Et aujourd'hui, si le Mali existe encore en tant que pays, pas en tant qu'État, mais en tant que pays, c'est parce que tout simplement, ces fondements et ces fondements fondamentaux sont encore là. Il y a d'abord nos valeurs sociétales, il y a aussi les valeurs religieuses. Il y a la religion qui a permis à ces différentes communautés de cohabiter, de se marier entre elles. Et pour nous, donc l'islam, c'est un patrimoine. La musique aussi est un patrimoine. Pour construire une identité nationale, le Mali indépendant a misé sur elle, dotant chaque région d'un orchestre et d'un conservatoire. Hawa Maïga est chanteuse, originaire de Gao. Elle se prépare en famille pour le concert de la soirée. La musique est très, 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 très importante. C'est la seule chose qu'on est partagé, on est en commun. C'est la musique qui nous unit. Et on va chanter dans toutes les langues aussi. Peul, Bambara, le Dogon, le Soraï, le Bobon. C'est ça notre force. Vivre ensemble. Quelle est la
Défenseur de la tradition malienne, l'imam Dicko est très suivi, y compris hors de sa mosquée. Son prêche est relayé en direct sur les réseaux sociaux. Il est l'une des rares voix à s'inquiéter de la présence russe. L'Afrique, finalement, est une proie. Et puis les autres sont des lions qui dévorent. Chacun vient, le plus fort essaye de dégager l'autre. Ce n'est pas à la proie de demander au lion comment est-ce que vous allez me dévorer. Non, non, c'est vraiment cette proie-là, la gazelle-là, qui doit chercher un endroit pour se mettre un peu à l'abri. Mais on n'est pas en train de le faire. Ah ben, tant pis pour nous. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui dirigent le pays se rêvent en lion. Leur reconquête n'est que promesse de guerre. Mais beaucoup de Maliens caressent un autre projet, plein de nostalgie et d'espoir. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative. Il faut persévérer dans la quête de paix par le dialogue. Et il faut se parler. Si nous nous effondrons à nouveau, on ne se relèvera pas. Qu'il soit blanc ou noir, chaque fois que quelqu'un tombe, c'est un Malien. C'est des bras à moins. Arrêtons les décomptes macabres et cherchons la solution. La solution de la crise, la solution, c'est qu'on revienne à la table des négociations. Il faut négocier avec tout le monde, parce que la paix n'a pas de prix. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? On est prêt?